Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Avant de vous présenter mon invité, je vous invite, mais en fait, c'est plus que je vous invite, c'est que vraiment je vous dirige vers la newsletter. Pourquoi ? Parce que ce dimanche 5 décembre, va sortir dedans une surprise avec un avantage qui sera vraiment réservé que aux personnes qui sont inscrites sur la newsletter. Donc, si vous voulez en bénéficier, je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à vous inviter à la newsletter. Indépendamment de cette surprise-là, ce dimanche, c'est mon canal de prédilection. Je suis très fière de ce que je fais avec le podcast, mais je pense que je suis presque encore plus fière de ce que je fais avec cette newsletter. Je n'ai vraiment que des retours extrêmement positifs des lecteurs qui sont très fidèles et voilà, et qui me disent régulièrement que c'est la seule newsletter qu'ils lisent immanquablement et dont ils apprécient vraiment la lecture, qui est à la fois un moment de plaisir et un moment d'apprentissage, et je pense que vous ne voulez pas manquer ça. Je ferme cette parenthèse newsletter, inscrivez-vous, pour vous dire que cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir sur le podcast maître Geneviève Catan-Derry. Geneviève qui est avocate depuis 1994, qui a commencé sa carrière au barreau de Nice, où elle a exercé pendant 10 ans, avant de rejoindre FIDAL, le barreau des Hauts-de-Seine, où elle a été pendant 20 ans de fidélité chez FIDAL, et aujourd'hui elle rompt cette relation de travail pour monter sa propre boutique en droit social avec sa consoeur maître Laetitia Simonin, que nous saluons, en tout cas que je salue aujourd'hui. Geneviève a la particularité de faire donc du droit social côté employeur, ça vous vous en doutez puisqu'elle vient de chez FIDAL, et en droit social côté employeur plutôt du contentieux, et dans ce contentieux une particularité encore plus spécifique qui est qu'elle a une casquette assez forte dans toutes les problématiques de droit syndical. Et on en parle puisqu'elle m'explique, elle revient sur en fait en quoi ça consiste le droit syndical, quelle problématique est-ce que ça recouvre, et j'espère que ça vous intéressera de découvrir tout ceci. Un grand merci à Élise Fabigne, mon amie Élise, pour cette recommandation. Élise m'a dit qu'elle avait rencontré Geneviève en contradictrice dans un dossier, et que ça avait été déjà un plaisir de travailler en contradiction avec elle, et qu'en plus c'était qu'elle avait beaucoup de respect pour elle comme avocate employeur, et en plus comme avocate tout court, puisque elle m'a raconté la petite anecdote que c'était dans un dossier où elle, son client, Élise, alors qu'elle était toute jeune associée dans le cabinet dans lequel elle a commencé sa carrière comme collaboratrice. Elle était avec un client retors, et Geneviève l'avait bien aidée à manager son client et voilà, et à gérer toute cette situation. Et c'est le genre de confraternité qu'on aime. Voilà. Le groupe WhatsApp vous est toujours ouvert. Pour le rejoindre, il suffit d'envoyer un email à l'adresse à l'adresse whatsapp@fleurdavocat.fr, et vous recevrez en retour un email automatique avec un lien pour le rejoindre. Ce matin, on a une juriste d'entreprise qui a demandé s'il y avait un avocat pour un contentieux sur un produit défectueux dans le groupe, et ça a pu donner lieu à une mise en relation. Voilà, c'est le genre de choses qui se passent sur le groupe. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Geneviève Catan-Derry. Bonjour, enchantée. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Je vous en prie. Alors racontez-moi Geneviève, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate ? Par hasard. Par hasard. Puisqu'au début, je ne souhaitais absolument pas être avocat. D'accord. Quand j'étais à la fac de droit, je voulais être diplomate. Vous êtes quand même rentrée à la fac de droit, donc pour être diplomate. Oui, pour être diplomate. Je voulais être dans la diplomatie, je voulais être dans le droit international, et je me disais chaque année, je ne serai certainement pas avocat comme tous ceux qui font du judiciaire, du droit privé. Pourquoi est-ce que vous vouliez surtout pas être avocate ? Bonne question, parce que je ne voulais pas faire comme 90% de mes collègues à la fac, qui eux voulaient tous devenir avocats, qui ne juraient que par le droit privé. On était une petite poignée à vouloir faire du droit public, alors que c'était vraiment pas à la mode.
Et c'était un peu pour pas faire comme tout le monde, ce que j'ai toujours fait en réalité pendant mes études. Donc vous vouliez pas faire comme tout le monde et finalement vous avez fait comme tout le monde, Et c'est ça? finalement, j'ai fait comme tout le monde, mais ça, c'est un concours de circonstances un peu particulier qui fait que je suis devenue avocat. Et alors ce concours de circonstances justement? Eh bien, quand j'étais donc à la fac, j'ai fait bien évidemment des études de droit public. J'ai ensuite fait des études de droit international et droit européen. Mhm. Et effectivement, je me consacrais plutôt à travailler dans des organisations internationales, etc. J'avais abandonné très vite l'idée de travailler au ministère des Affaires étrangères parce que par des personnes que je connaissais, j'ai tout de suite su que c'était extrêmement mal payé. Et qu'en gros, soit on partait dans des pays extrêmement dangereux et on était très bien payé, soit on était dans des pays un peu moins dangereux ou en France. Et là, effectivement, on gagnait très mal sa vie. Mhm. Il y a deux concours hein, dans l'administration. Il y a la catégorie A et la catégorie B. Je visais pas tellement la catégorie A parce qu'il aurait fallu faire langues orientales, etc. Donc, comme je savais que j'entrerais forcément dans la catégorie B, je savais que les rémunérations seraient très faibles. Donc, j'ai assez vite abandonné l'idée et j'ai essayé. Je me suis dit, bah, peut-être que devenir prof à la fac, donc enseignant, passer la grègue, etc., peut-être que ce serait un truc qui me plairait. Mais ça, c'est comme tous ces étudiants, vous savez, qui ont peur de se lancer dans la vie professionnelle et qui veulent absolument se raccrocher à un milieu qu'ils connaissent, la fac, etc. J'avais un peu de mal à couper le cordon ombilical avec la fac. Oui. Euh, Donc vous avez j'ai fait une thèse? j'ai commencé une thèse, Vous avez commencé. mais il m'est arrivé un truc. J'ai commencé effectivement une thèse parce que je visais Sur quel sujet? la grecque. Alors, j'avais commencé une thèse sur la vision américaine du droit international public. Ok. C'est comment le droit international public est enseigné aux étudiants américains avec la vision américaine qu'on connaît des relations internationales, etc. J'ai commencé ça et en fait, on est totalement largué quand on fait une thèse. On est laissé dans la nature. On voit son directeur de thèse une fois tous les 2 mois ou une fois par trimestre. Le reste du temps, on mouline un peu dans le vide. On ne sait pas trop comment s'organiser, etc. Et il s'avère que j'ai envoyé des CV pendant que je faisais ma thèse dans des cabinets d'avocats. Alors, j'étais à Nice à l'époque, je dois le préciser. Parce que vous êtes niçoise? Je suis niçoise. J'y suis née même. J'y suis restée 30 ans. J'ai même fait quelques années au barreau de Nice. Ouais. Donc, pendant que je faisais ma thèse, je me suis dit, bon, je vais tester, je vais envoyer quelques CV à des cabinets d'avocats niçois pour voir ce que ça donne. J'avais pas le diplôme d'avocat, j'avais rien. Hein. Et j'ai été recrutée par un cabinet qui s'appelle le cabinet Fontano, qui était un cabinet de fiscalistes qui faisait de la fiscalité internationale et qui avait la particularité de travailler avec la Commission européenne. C'est-à-dire qu'il faisait des études en droit comparé sur différents sujets juridiques pour la Commission européenne. Et ils m'ont recrutée. Effectivement, votre parcours recherche droit public les a intéressés pour cette partie-là de leur activité. Alors, en l'occurrence, c'était la partie droit européen, droit communautaire qui les avait intéressés. D'autant que j'avais fait un mémoire de DEA sur le droit communautaire. Et donc, ils m'ont recruté parce qu'ils étaient constamment en train de faire des études. Il y en avait à peu près une par an pour la Commission européenne. Et donc, ils détachaient des experts auprès de la Commission européenne pour réaliser ces études. Et donc, ils m'ont recruté dans cette optique-là. Donc, vous avez lâché la thèse? J'ai complètement lâché la thèse. Regret, pas pour regret. Faire un mémoire. Pour faire un mémoire. Oui, en mais un réalité, mémoire qui était cadré. Qui avait un mémoire qui était rémunéré d'abord parce que j'étais payée. Je suis rentrée à ce moment-là tout de suite, vous savez, dans le circuit des conseils juridiques stagiaires. Puisqu'à l'époque, ça existait encore. Et alors, je suis rentrée en 89 dans ce... Je ne crois pas vous dire de bêtises.
Je suis rentrée en 80... Non, pardon, je suis rentrée en 91. En 91, dans ce cabinet. Et c'était au moment où il y avait l'adoption de la loi qui fusionnait les conseils juridiques et les avocats. Et sans que je demande rien, parce que moi, j'avais toujours pas l'intention d'être avocat à ce moment-là, il m'avait donné le statut, dans ce cabinet, de conseil juridique stagiaire. Moi, j'avais des bulletins de salaire, je n'ai jamais remarqué que j'avais cette qualification juridique-là. Je ne savais pas que j'avais ce statut et je ne connaissais même pas l'histoire de la fusion des avocats et des conseils juridiques. Donc j'ai commencé à travailler. Alors je faisais des allers-retours entre Nice et Bruxelles puisque j'allais très souvent à la Commission européenne. Et le travail pour la Commission européenne, quelque part, c'était pas mal parce que ça m'a fait une espèce de passerelle entre ce que je faisais à la fac, mémoire de DEA, thèse, etc., et le travail pour la Commission européenne. Parce que ce travail consistait en quoi ? Ça consistait à avoir... Bon, alors à l'époque, il y avait 12 pays dans la communauté européenne, il y en a beaucoup plus maintenant, 12 et après 15, à avoir 12 experts nationaux, un grec, un italien, un espagnol, etc. On avait un sujet... je vous dis n'importe quoi. Alors, le premier sujet que j'ai traité, je crois que c'était l'accès à la justice des PME. Ok. Chaque expert national rendait un rapport national sur le sujet. Donc, le grec faisait un rapport sur l'accès à la justice pour les PME en Grèce. L'italien faisait pareil, etc., etc. Moi, je coachais les 12 et je récupérais les données. Et je faisais ensuite un rapport de synthèse, donc un mémoire quelque part, avec des propositions pour que la commission ensuite fasse des propositions de règlements, de directives, etc. Qui puissent bénéficier à tout le monde. Voilà. Et à cette occasion-là, je faisais mes allers-retours entre Nice et Bruxelles pour aller présenter mes travaux régulièrement à la Commission européenne. Et l'expert français, c'était justement dans le cabinet niçois pour lequel vous travailliez, ou le cabinet niçois, il était vraiment juste missionné sur l'aspect, missionné sur l'aspect synthèse de tout ça? Non, il était. Alors, ça dépendait des fois. De temps en temps, il y a certains sujets qui ont été pour la partie française qui ont été étudiés en interne. Après, il y a des... Moi, je parlais à l'époque, maintenant je l'ai un peu oublié, je parlais le portugais et l'italien. Il m'est arrivé sur certains sujets de ne pas faire la synthèse, mais de faire le Portugal, par exemple. Ah, carrément. Mais en général, l'expert français était pris à l'extérieur. Il n'était pas pris dans le cabinet Fontano. Et en tout cas, on était au cabinet systématiquement chargé de faire la synthèse et les propositions de texte ou d'action auprès de la Commission européenne. Donc vous avez travaillé sur l'accès des PME à la justice. Sur quoi d'autre est-ce que vous avez travaillé dans ce contexte? Est-ce que vous vous souvenez? On a bossé sur la TVA. Oui. Alors ça, c'était pas un sujet qui m'a passionnée. Et j'avais fait la TVA portugaise, pour vous dire. On a bossé sur des sujets beaucoup plus intéressants qui ont été l'accès à la justice des consommateurs. On a fait également une étude sur les motifs d'insatisfaction des consommateurs. On a fait une étude sur la publicité comparative. On a fait une étude sur les modes illégaux de promotion des ventes. Ouais. Donc beaucoup de droit de la consommation. Beaucoup, oui, beaucoup. On n'a jamais rien fait en droit du travail, alors que maintenant, c'est un peu mon domaine de prédilection. On n'a jamais rien fait en droit du travail. On a fait un petit peu en fiscalité, beaucoup en droit commercial. J'ai beaucoup bossé sur l'arbitrage, la médiation. Et puis, voilà, sur le droit de la consommation, on était très, très à coquiner avec ce qui s'appelait à l'époque le service politique des consommateurs à la Commission européenne et qui est, je crois, pas dire de bêtises, parce que maintenant, ça fait longtemps, qui est devenu... la DG24, qui a un peu grossi parce que le droit de la consommation a pris un peu plus d'importance qu'à l'époque au niveau de la Commission européenne. Donc, combien de temps a duré cette aventure dans ce cabinet d'expertes juridiques? Alors, le travail avec la Commission européenne, ça a duré 4 ans, 3-4 ans. 3 ans à temps plein quasiment, et la 4e année un peu moins à temps plein, et je me suis mise au droit social dans ce cabinet, parce que c'était un cabinet de fiscalistes, il ne faisait que très peu de droit social, et il m'avait mis
parce qu'on était entre deux contraintes avec la Commission européenne. Ils m'avaient mis sur un contentieux en social et sur 2-3 dossiers en social, et je leur avais dit mais c'est ce que je veux faire, parce que alors je peux vous dire que juste avant ça, j'avais fait 2 redressements fiscaux de 2 footballeurs qui étaient très connus à l'époque, et je me suis jamais autant emmerdée de ma vie. Donc je me suis dit, je me retrouve dans un cabinet de fiscaliste et je déteste la fiscalité. Et en fait, j'ai commencé à faire du droit du travail chez eux. Ils ont vu que ça me plaisait, que j'étais pas trop mauvaise, que j'accrochais avec le sujet, etc. Et donc, je suis restée dans ce cabinet 10 ans. Dont 10 ans au total. Et vous êtes devenue avocate à un moment ou vous étiez toujours salariée ? Au bout d'un moment, Fontano me dit, mais Geneviève, tu sais qu'il y a la fusion entre les conseils juridiques et les avocats et que normalement, il y avait des cours à suivre, etc. On n'était pas lâché comme ça dans la nature. Il me dit, mais au bout de 3 ans de stage, normalement, tu es avocat. Et donc, par cette voie-là, complètement détournée, et sans l'avoir jamais voulu, je suis devenue avocat. Ouais. Et c'était une anecdote pour vous, c'est-à-dire quelque chose que vous vous en fichiez un peu, avocat, pas avocat, c'était pas le sujet, ou est-ce que ça vous a plu ? Comment vous avez perçu le fait d'intégrer la profession Alors, en réalité, je m'en fichais totalement jusqu'au jour où j'ai prêté serment, jusqu'au lendemain de ma prestation de serment. Ouais. Le jour de la prestation de serment, je n'ai pas été plus impressionnée que ça. Et le lendemain de ma prestation de serment, grand coup de pied aux fesses de la part des Fontano, je suis allée en audience. J'ai fait ma première audience le lendemain de ma prestation de serment. Et là, je me suis dit, c'est pas mal quand même. Ça vous a plu, l'audience ? Ça m'a plu. C'était du droit social, justement ? C'était un dossier devant le Conseil de prud'homme de Grasse, puisque à l'époque, j'étais à Nice. Oui. Et là, je me suis dit, des petites montées d'adrénaline. En plus, je commençais, donc j'étais pété de trouille. Autant vous dire que ma première audience, j'avais été coachée, briefée, etc. avant. On m'avait fait répéter ma plaidoirie, parce que chez Fontano, ils faisaient attention, ils nous formaient quand même très très bien. C'était un cabinet où ils étaient très attentifs à la formation. Et comme je n'avais pas fait l'école d'avocat, je n'avais pas fait tous les exercices de plaidoirie, etc., que pouvaient faire les avocats, Fontano avait pris un petit peu ça en main. Donc, il ne m'avait pas lâché dans la nature comme ça. Mais c'est vrai que le lendemain de ma prestation de serment, j'étais en audience au Conseil de prud'homme de Grasse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et donc, vous dites 10 ans dans ce cabinet. La part d'études pour l'Union européenne a décru, ou est-ce que c'est toujours resté une partie de votre activité et que vous en avez fait jusqu'à la fin ? Comment ça s'est... Non, ça s'est arrêté au bout de 4 ans. La dernière étude qui a été faite, c'était sur la TVA. Et puis après, non, on a complètement arrêté. Et vous vous êtes concentré sur le droit social. Je n'ai plus fait que du vrai boulot d'avocat, on va dire, et du droit social. Je n'ai fait plus que ça. Ça vous a manqué l'aspect plus, entre guillemets, recherche Non. Non. Non, ça m'a pas manqué parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Ça m'a permis de couper le cordon ombilical avec la fac en douceur parce que c'était un peu le même genre de travail qu'on faisait. Sauf qu'on avait des comptes à rendre quand même à des membres de la Commission européenne qui étaient quand même... C'était pas des profs de fac qui sont gentils avec vous, etc. Mais au bout d'un moment, il faut savoir passer à autre chose. Oui. Et le traitement des dossiers en contentieux m'intéressait énormément. Oui. Vous avez eu un coup de cœur pour le contentieux. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, c'est 70 à 80% de mon activité aujourd'hui. Oui. Et vous dites que vous avez embrassé le droit social. Enfin, vous êtes intervenu sur un dossier en contentieux fiscal pour des clients footballeurs de ce cabinet. Mais globalement, ensuite, vous avez plutôt fait du droit social. Le cabinet a développé le droit social à travers vous, ou est-ce que de toute façon, c'était quelque chose qu'ils avaient et qu'ils vous ont confié comme ils l'auraient confié à quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ensemble ? Est-ce que c'est une activité qui existait ? C'était une activité qui exerçait à l'état vraiment anecdotique. Et ils ont développé un peu plus l'aspect droit social quand je leur ai dit que banco, moi je prenais. Ça vous plaisait ? Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'ils en faisaient avant des dossiers en social? Est-ce qu'ils les envoyaient à des confrères? Je sais, j'ai pas tellement de souvenirs. J'étais pas, en plus, j'étais pas impliquée dans les décisions du cabinet, donc je ne sais pas. Mais on est arrivé quand même à un moment donné où je ne faisais plus que ça, hein. Oui. Plus que ça. Et vous avez vous-même développé votre clientèle? Oui. Vous l'avez apporté au cabinet? Vous l'avez développé pour vous? Comment vous avez articulé ça? Alors, en réalité, après le stage de conseil juridique, il fallait être salarié, hein, Oui. c'est un statut obligatoire, je suis devenue collaboratrice, donc j'avais la possibilité de développer ma clientèle, ce que j'ai fait un petit peu. Bon, j'avais 2-3 clients qui étaient quand même, que je n'ai plus, hein, je précise, parce que c'était il y a longtemps, qui étaient notamment un gros groupe, mais donc je les gardais pour moi. J'étais collaboratrice, je l'ai pas apporté au cabinet. Je l'ai gardé pour moi. Je suis restée 6 ans, attendez que je ne dise pas de bêtises, 5 ans au barreau de Nice. Et puis j'ai demandé, pour des raisons personnelles, au cabinet Fontano de me muter à Paris, puisqu'ils avaient un cabinet à Bruxelles, à Paris et à Nice. Ouais. Et ils ont accepté de me muter à Paris. Ouais. Donc j'ai bossé 3 ans au barreau de Paris. Et Toujours. ensuite, je suis rentrée chez Fidal. Donc, du coup, il y a longtemps. En 2001. 2001, ouais. Et je pars là. 20 ans. Ouais. 20 ans. J'ai fait mes 20 ans au mois de juillet chez Fidal. Et alors, parlons de votre intégration chez Fidal. Qu'est-ce qui fait que vous avez rejoint Fidal? Quelle a été la proposition? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce cabinet? Comment était Fidal il y a 20 ans? Voilà, qu'est-ce que... Alors, j'ai problème d'argent. Collaboration chez Fontano qui ne me permettait plus financièrement de tout assumer. Je me suis dit, bon, je vais envoyer quelques CV à droite à gauche, je vais bien voir ce qui se passe. J'ai envoyé des CV, j'ai été assez mal reçue par certains cabinets, je dois le dire, dont je tairai le nom. À tel point que certains m'ont écrit pour me dire qu'ils voulaient un deuxième entretien. Je leur ai dit, allez vous faire voir. J'ai été tellement mal reçue je risque pas de venir bosser chez vous. J'étais sans peur, hein. Je vois ça, j'étais complètement, je pense que je planais. Quel genre de mauvaise réception, enfin, quel genre de comportement pour vous était un no-go au point de leur dire, en fait, je ne veux même pas vous revoir une deuxième fois? Il y en a eu 2 essentiellement. Il y en a un premier qui m'a fait poireauter 3 quarts d'heure dans la salle d'attente. Je bossais, hein. À l'époque, j'étais pas sans boulot, hein. Ouais. J'étais toujours chez Fontano. Donc le premier qui me fait poireauter 3 quarts d'heure dans la salle d'attente. Donc au bout de 3 quarts d'heure, je dis à l'assistante qui était à l'accueil, je dis bon, maître machin à 3 quarts d'heure de retard, qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais désolé, elle est avec un client américain au téléphone. Je dis bon, bah écoutez, moi j'ai pas que ça à faire, hein, donc je m'en vais. Quand elle sera disponible, elle me recontacte. Et effectivement, le cabinet m'a recontacté derrière et par courrier en s'excusant, etc. Et je ne leur ai jamais répondu. Ouais. J'avais un peu la grosse tête à l'époque, je crois. Et en fait, à l'époque, c'était pas très difficile de retrouver du boulot. Mmh. Et donc, on pouvait se permettre de faire sa princesse un petit peu. Autre expérience que j'ai eue avec un gros cabinet assez connu en droit social, dont je tairai le nom. Je suis reçue par une des associées qui me dit oui, vous comprenez, il faut être disponible jour et nuit parce que nous avons une clientèle américaine. Et voilà, avec le décalage horaire. Et là, je me suis dit, bon, ok. Toi, tu vas juste arrêter de te la péter 5 minutes. Et elle me dit, mais vous savez faire des notes économiques Et là, je la regarde, je dis, oui, c'est un peu la base. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais oui. Et elle a fait une tête qui disait mais ma pauvre, tu te prends pour qui, quoi. Ouais. Après, j'avais quel âge à cette époque-là? J'avais c'était en 2001, j'ai du mal à calculer, 31 ans. 30 ans, 31 ans. Oh, on peut pas dire que j'étais déjà un cador ni un ténor du barreau, hein, à 30 ans, hein. Mais quand même, j'avais déjà un certain nombre d'années d'expérience et je trouvais que l'attitude des gros cabinets était
Enfin bon, j'ai pas 22 ans, je sors pas de la fac, oui, je sais faire une note éco. Pourquoi on me pose la question? Ouais. C'était tout simplement ça. J'avais un peu l'impression d'être prise pour une bleue, hein, en fait. Ouais. Et je crois que vous c'était êtes un plus peu un la tendance. bébé, Voilà. vous avez un CV quand même avec Voilà. un peu de track record. Voilà, j'arrive avec un peu de clients quand Ouais. même et tout. Donc bon, oui, une note éco, je sais la faire. Bon, et par contre, Fidal, alors je devais être recrutée dans une petite équipe qui se trouvait à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque la tour Framatome, qui est la tour Areva maintenant. C'était une équipe qui était un peu détachée du reste de Fidal, qui devait faire 60-70 personnes à peu près. Pour des raisons particulières ou juste par les contingences matérielles des locaux, ils n'avaient pas encore assez... C'était un peu une équipe qui avait fait sécession. C'était des rebelles. C'était un peu une équipe de rebelles, oui, avec à sa tête André... comment s'appelle-t-il oui, André Bensoussan, il s'appelait. Celui qui ensuite a monté son cabinet en Non, droit. non, c'est pour ça que je suis en train de me dire, est-ce que je me trompe pas de prénom, parce que... non, il s'appelait pas André, je sais plus. Bon, bref, il s'appelait Bensoussan. C'est pas le même. Mais c'est pas le même, non, c'est pas celui qui a monté un cabinet spécialisé en nouvelles techno, etc. Ouais. J'avais passé un entretien chez eux d'ailleurs, tiens, à cette époque-là. Mais pas désagréable. Donc, je me dis, bon, je vais envoyer à Fidal. Alors, à l'époque, ils faisaient partie ce qu'on appelait les Big Five, en me disant, de toute façon, allez, j'envoie mon CV, mais eux, ils vont aller se faire j'ai pas du tout envie de travailler dans un Big Five, mais juste, j'envoie assez pour voir ce que ça donne. Et en fait, ils ont répondu à mon CV. Ils m'ont invité à déjeuner. J'ai trouvé qu'ils étaient hyper classe par rapport aux autres. C'était le jour et la nuit. Donc à la tour Framatome, il faut savoir qu'il y avait un restaurant privé au rez-de-chaussée avec des salles, avec un serveur qui venait, machin, des salles privées. Et mon entretien d'embauche s'est passé en déjeuner dans une de ces salles privées. Et j'ai trouvé qu'ils avaient hyper la classe. Et je suis sortie de là. Je me suis dit, tu vois Geneviève, c'est là que tu as envie de bosser, c'est chez eux. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que élégance relationnelle de pas vous recevoir comme une énième jeunette qui cherche du taf, Exactement. mais comme une interlocutrice quand on n'a pas été respecté en entretien d'embauche dans des cabinets très connus sur la place de Paris en droit social, et qu'on arrive chez Fidal et qui a une réputation quand même, moi je pensais qu'il y avait le lit de camp dans le bureau, comme dans tous les Big Five. Et quand on est reçu comme ça, comme quelqu'un d'important, alors qu'on vient juste demander du taf, finalement, oui. On se dit, waouh, quand même, ils ont l'art et la manière de... Et vous dites, alors que je voulais pas a priori travailler pour un Big Five, est-ce que c'est justement parce que vous aviez cette image de il y a un lit de camp dans le bureau, on n'a pas de vie et je n'arriverai jamais à avoir une vie personnelle? Est-ce qu'il y avait d'autres considérations qui rentraient dans dans vos a priori? C'est un peu, vous savez, parce que je venais d'un petit cabinet. Fontano, c'était pas un cabinet à 1400 avocats. On est un peu jaloux toujours de ces gros cabinets où il y a beaucoup de dossiers, on fait beaucoup d'argent. Il y a à la fois une crainte en se disant ouais, c'est trop énorme pour moi et une espèce de jalousie. Donc oui, je me disais ouais, mais bon, au final, la mentalité. On s'imagine qu'il y a une mentalité à l'américaine, alors que Fidal est un cabinet franco-français qui n'a pas du tout les méthodes des Big Five qu'on connaissait à l'époque, il n'y a pas de lit de camp dans mon bureau, vous pouvez le constater. Oui. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. C'est un cabinet où on peut tout à fait avoir une vie privée, mais c'est à des milliards d'années-lumière de ce que je pensais trouver en arrivant dans ce genre de cabinet. Je ne dis pas que tous les Big Five et que tous les gros cabinets de la place de Paris fonctionnent de la même manière. Je sais même qu'il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais chez Fidal, on a quand même cette particularité où on n'est pas à l'américaine. On a une clientèle très française en plus. Et on a quand même ce respect de
la vie privée, etc. Il y a des défauts, comme dans toutes les structures. Si je m'en vais aujourd'hui, c'est que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, bien évidemment. Mais ce n'est pas l'image qu'on peut se faire des gros cabinets qui exploitent et qui tuent de travail les jeunes collaborateurs. C'est pas vrai. En tout cas, pas chez Fidal. Ouais. En tout cas, vous rejoignez cette équipe de rebelles chez Fidal pour faire du droit social. Oui, exclusivement du droit social. Donc, j'ai été intégrée à l'équipe de droit social et je ne l'ai pas quittée pendant 20 ans. Et vous avez intégré cette équipe comme salariée ou comme collaboratrice Salariée, donc vous avez dû apporter votre clientèle au cabinet. Exactement. Ouais. Ça a été valorisé ? Alors, sans trahir un secret d'État, chez Fidal, c'est très simple, comme dans beaucoup de cabinets, on est payé en fonction du chiffre d'affaires qu'on amène, en pourcentage. Donc, les honoraires que je faisais sur ma clientèle personnelle entraient dans mon chiffre d'affaires et je percevais en termes de rémunération un pourcentage sur ce que je facturais. Donc oui, c'était bien évidemment valorisé en fonction de ce que je facturais chez ce client. Oui. Et est-ce que vous avez dit que c'était un peu une équipe de rebelles et tout, est-ce que le fait que c'était une équipe de rebelles a, à votre sens, eu un impact sur, je ne sais pas, la manière dont cette équipe s'est développée, votre état d'esprit dans le cabinet, le petit côté, l'équipe qui fait son truc dans son coin, est-ce que... Non, c'était pas... On n'était pas vraiment rebelles, hein. On était à part... le siège de Fidal se trouvait à Levallois. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je crois que 3 ans après, on a rejoint Levallois. On a remis les équipes, refusionné toutes les équipes au même endroit. Il n'y avait pas de D'abord, il n'y a pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence en interne entre les gens de Levallois et les gens de Framatome. Ils se connaissent entre eux. Ils ont tous travaillé déjà ensemble plein de fois. C'était rebelle parce qu'on n'était pas au même endroit, mais il n'y avait pas de querelle de clocher, il n'y avait pas de tout ça. Alors, au bout d'un moment, au bout de 3 ans, on travaillait tous ensemble dans les mêmes locaux et il n'y a pas eu de problème. Et vous dites une petite équipe de 70 personnes. Vous travaillez pour plusieurs associés, vous travaillez avec un associé en particulier. Comment est-ce que ça s'organisait tout ça ? Alors c'est au petit bonheur la chance un peu. Hein. C'est-à-dire je travaillais essentiellement pour un associé qui est parti à la retraite maintenant. Et puis, il m'arrivait d'avoir un autre associé qui me demande de bosser sur un de ses dossiers. Si ça se passait bien, on continuait sur notre dossier. Si ça se passait mal, on s'arrêtait. Je travaillais en gros en social avec 3 ou 4 associés. Et il y a quelques fiscalistes qui, de temps en temps, s'adressaient à moi ou des spécialistes en droit des sociétés. J'étais pas rattachée à un associé exclusivement. Ouais. Et comment s'est passée votre intégration justement ? C'était marrant l'intégration. L'intégration chez Fidal ? L'intégration chez Fidal, ouais. Comment vous avez vécu vos premiers mois ici Alors, je vais vous raconter, c'était très spécial. J'étais encore chez Fontano, j'étais en préavis. Et Fidal m'a demandé de participer à un séminaire d'intégration. Enfin, ce n'était pas un séminaire d'intégration. C'était un séminaire vous savez, pour souder les équipes. Oui, de team building. Team building, voilà, qu'ils avaient organisé. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, cette espèce de truc. C'est des espaces verts avec des bungalows, etc. Donc, on était tous allés. C'était un week-end. Mais moi, je n'avais pas commencé à bosser chez Fidal et je ne connaissais personne. Donc, je suis arrivée toute seule à ce team building et j'ai fait la connaissance de tout le monde à ce moment-là. Et là, je me suis dit, parce que comme c'était le week-end, il y avait une soirée, ils ont tous un peu bu, un peu amusé, fait du pédalo dans la piscine. Je me suis dit, waouh, je suis tombée sur une bande de bons fous, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, les gros cabinets, quand même, c'est quand ils s'amusent, ils s'amusent. Et puis, je crois que c'était 3 semaines après,
2-3 semaines après, là, j'ai vraiment intégré le cabinet. Et puis, il n'y a pas eu de soucis majeurs, hein. J'ai tout de suite été présentée aux associés, principaux associés en droit social. J'ai tout de suite eu des dossiers. Et alors, moi, il y a le truc qui m'avait surprise, c'est que je me souviens chez Fontano, quand on était collaborateur et qu'on avait sa clientèle à développer, on essayait de surtout pas prendre de dossiers de Fontano. En fait, le grand jeu, c'était à celui qui prendrait le moins de dossiers de Fontano pour pouvoir le mieux se consacrer à sa clientèle privée, à sa clientèle perso, puisque en fait, on était payé avec une rétrocession d'honoraires qui était la même chaque mois, quel que soit le volume de travail qu'on effectuait. Et on avait des honoraires perso qu'on facturait sur nos propres clients. Donc tout le jeu, c'était d'en faire le moins possible pour le cabinet, tout en développant le plus possible. Et là, je suis arrivée chez Fidal et je voyais des gens je dis pas qu'ils se battaient pour avoir des dossiers, mais c'était un enjeu d'avoir des dossiers. Et là, je me suis dit, mais ils sont fous ces gens. Mais c'est comme quoi les vieux réflexes ont du mal à partir. Et c'est quand on a fait à la fin de l'année mon décompte de rémunération, je me suis dit, ça y est, j'ai compris pourquoi ils se battent tous pour avoir des dossiers. C'est qu'en fait, la rémunération est en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait. Bien évidemment que le but, c'est d'avoir le plus de dossiers possible. Mais j'ai eu beaucoup de mal à passer de cette culture de collaborateur qui est là pour avoir une rétrocession minimale juste pour s'acheter son café et son sucre pour le matin, et puis essayer de développer sa clientèle perso, à salarié où toute la rémunération, dépend du chiffre d'affaires qu'on fait pour le cabinet. Ça a été... Bon, j'ai pas mis non plus un an pour m'habituer, mais ça a été un choc culturel quand même. Oui. Donc changement de posture. Totalement. Et vous dites que vous aviez commencé à développer une clientèle quand vous étiez chez Fontano. Vous l'avez apporté et ça rentrait dans votre chiffre d'affaires qui déterminait votre rémunération. Est-ce que vous avez, en plus du switch où vous vous êtes dit, en fait, il faut que je développe ma clientèle en interne chez Fidal, est-ce que vous avez aussi continué vos efforts de développement de votre clientèle personnelle ou est-ce que vous l'avez mise entre parenthèses ? Ah non, on est obligé chez Fidal, bien évidemment, de faire un petit peu de commercial, entre guillemets, même si on n'aime pas trop ce mot chez les avocats. On a quand même l'obligation de créer... Je sais pas, nous, on a un problème, les avocats, avec la notion de faire du commercial. Oui. Ça devient de la jurisprudence, je pense. On a bien évidemment l'obligation d'avoir son propre réseau, de faire des actions de développement, de trouver des clients, chose que j'ai toujours faite moi en interne chez Fidal. Ouais. J'ai été alimentée les premières années par certains directeurs associés, en plus de ma clientèle perso, jusqu'à ce qu'au bout de quelques années, 7 ans, 6 ans, 7 ans, je me débrouille toute seule et j'avais mes propres clients et plus personne ne m'alimentait jusqu'à ce jour aujourd'hui. Hein. Et ces clients, vous êtes allés les chercher où justement ? Quelles étaient vos actions de développement ? Comment vous vous y êtes prise ? C'est du réseau. Du réseau ? C'est du réseau pur. C'est-à-dire ? Pur. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler pour une très grosse boîte où il y avait un DRH et les RRH. Le DRH est devenu un ami à moi. Il a changé 5 fois de boîte. Aujourd'hui, c'est encore mon client. Vous l'avez croisé. D'accord. Voilà. Qui dit qu'effectivement, ça fait 20 ans qu'il travaille avec vous. Et il a dit super avocate. Il avait l'air très sympathique, ce client, dans le secteur du recyclage. On ne dira pas qui c'est. Hein. Non, mais de toute façon, je n'ai pas retenu le nom de la boîte. Donc, je sais juste que c'est dans le secteur du recyclage. Donc, ce Jean-Marie que vous avez croisé, je l'ai connu il y a 19 ans. Je suivais ses dossiers dans une autre entreprise et je l'ai suivi partout où il est allé. Et il m'a apprise comme avocat partout où il est allé. Et quand il partait de l'entreprise, je continuais à traiter les dossiers pour l'entreprise, même s'il était parti. Les responsables de ressources humaines avec qui il bossait dans l'entreprise d'origine, il y a 18-19 ans, sont aussi devenus des amis à moi, qui elles-mêmes ont changé de poste, m'ont prise comme avocat, etc. etc. Ouais. En fait, c'est comme ça que... C'est ce que Thierry Romont m'a dit aussi de son développement. Il m'a dit il y a toute une partie qui est venue du développement en interne du réseau CMS qui a apporté des dossiers et qui fait que des clients ont commencé à travailler en droit social, etc. etc.
Et il dit aussi qu'il y a ce petit jeu, effectivement, du DRH où on essaye, quand il part, à la fois de garder la boîte d'origine et en plus de conquérir la boîte de C'est un destinataire. peu le jeu, oui. Ouais. C'est un peu le jeu. Autant conquérir la nouvelle entreprise où le DRH va bosser, je dis pas que c'est facile, mais bon, Ça vous semble plus ça le simple. fait. Mm. Garder la boîte dont il part, c'est Et oui. pas à chaque fois facile. On a tous eu des expériences où, effectivement, au bout d'un 2, 3, 4, 5 ans, les dossiers s'épuisent et puis au bout d'un moment, on n'a plus rien. Surtout que le DRH qui prend place, il veut aussi venir avec son propre avocat, son légitime. consultant, etc., etc. Mais quand même, ça a bien marché pour vous, ce grossissement organique par conquête. Je suis en train d'imaginer, alors que je joue pas trop je suis pas très jeu de société, mais ça me fait un petit peu penser au jeu Risque, non? C'est ce jeu de société. Quand on envahit les territoires. Oui. C'est ça. Je suis en train de voir un petit peu les C'est ça. entreprises sous ce prisme avec des pions rouges et des plombs bleus. Oui, c'est ça. Sauf qu'on peut être à plusieurs joueurs sur le même territoire. Oui. À risque, on pouvait pas. On envahissait tout. Soit on n'envahissait rien. Mais là, ça arrive souvent qu'on soit plusieurs cabinets à faire le social dans un même groupe ou une même grosse société. Moi, je sais que je suis sur certains clients... pas vraiment en concurrence parce qu'on se partage la chose, mais enfin on s'épie un peu de loin, on se surveille un peu de loin, mais je sais que je suis en concurrence avec d'autres intervenants en droit social sur la place de Paris, et eux le savent très bien aussi. Est-ce que justement cette concurrence, la structuration entre guillemets des personnes présentes sur la place de Paris, ça vous a amené à adopter un certain positionnement, je ne sais pas, une sous-spécialité en droit social, par secteur d'activité ou autre? Comment est-ce que vous avez taillé votre part du marché au fur et à mesure? Alors non, pas par spécialité, pas par secteur d'activité. C'est-à-dire je vais pas devenir la grande spécialiste du recyclage. Le truc, c'est qu'on ne peut pas se permettre non plus, à force de vouloir se spécialiser dans un secteur, de dire non si vous avez Carrefour qui débarque. Par exemple, on peut difficilement dire « Ah non, moi, si vous voulez, je veux faire que du recyclage, donc Carrefour, non, allez voir mon concurrent. » C'est quand même compliqué. Après, je me suis pas vraiment... Alors, c'est pas un acte volontaire de ma part, c'est le hasard qui fait ça. Je me suis beaucoup spécialisée en contentieux, donc j'en fais énormément. Et à l'intérieur du contentieux, mais ça, c'est les dossiers, c'est la vie qui... Oui, c'est la vie ça. qui amène, ouais. Je fais pas mal de droit syndical. Alors, côté employeur, hein, on je devine. ne défends pas les syndicats, je suis chez Fidal, hein, voilà. Mais j'en fais... je pense que je suis de celles qui en fait le plus chez Fidal. Ma future associée, qui est également chez Fidal, elle, par exemple, elle est très droit pénal du travail. Chose que moi, je touche assez peu, parce que le pénal, ça me fait peur. Bon, du coup, en s'associant, c'est vrai qu'on est toutes les deux en social, donc c'est pas très diversifié comme activité, vous allez me dire. Mais on a chacune un petit peu sa particularité et on sait que la diversification, parce qu'on aurait pu aussi partir avec un fiscaliste, un spécialiste en droit des affaires, en juridique, droit des sociétés, etc. C'est pas forcément là que les dossiers s'échangent le plus facilement. Ouais. Oui, donc là, parce que vous quittez Fidal dans quelques semaines et la prochaine étape, c'est donc plutôt une boutique. Vous serez 2, c'est ça? On sera 2, oui. 2, donc oui. Vous et votre futur associé qui est aussi issu de chez Fidal et qui a plutôt un côté droit social pénal, droit pénal du travail. Qui fait du droit social de manière générale, mais comme moi, mais qui fait aussi beaucoup de contentieux, mais qui a une petite spécificité en droit pénal du travail et qui s'appelle Laetitia Simonin, comme ça je donne son nom. Laetitia Elle Simonin. sera contente. Et donc on s'installe toutes les deux. On va s'installer physiquement dans des bureaux avec d'autres spécialistes en droit du travail, mais qui eux sont plus côté salarié.
Ah ouais. Donc vous on va allez, essayer de faire attention aux conflits d'intérêts, bien vous évidemment. acoquiner, Mais ils sont très gentils. côtoyer des avocats de... Ben dis donc, quel Ils sont très très gentils. Et quand ils font du syndicat, c'est plutôt la CFE-CGC, donc c'est des gentils aussi. Ils n'ont pas FO et... Et alors, les problématiques de droit social sur plutôt accès syndicat, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annulation de désignation de délégués syndicaux, de RSS. Il y a du contentieux électoral, bien que le contentieux électoral, ce soit encore autre chose. Des contentieux sur le fonctionnement des syndicats. C'est vous savez, tous ces arguments, cette espèce de boîte à outils qu'on a pour Moi, j'y connais chaque rien. fois. Je vais vous expliquer en des mots. Une espèce de boîte à outils pour contester des désignations de délégués syndicaux. Il y a tout un volet, on va dire, de l'argumentaire qui tient au fonctionnement du syndicat, la transparence financière, le respect des statuts, etc., le respect d'un certain nombre de formalités. Alors tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on connaisse un petit peu le fonctionnement en interne d'un syndicat. Alors mes confrères qui sont des avocats des syndicats vont me dire, comme certains me l'ont dit déjà, je ne vois pas comment vous pouvez connaître au fond des yeux un syndicat puisque vous êtes chez Fidal. Fatalement, c'est vrai que je n'ai pas de syndicat dans ma clientèle, mais fatalement, je connais un petit peu puisque je mets les mains dans le cambouis pour essayer de trouver tout ce qui ne fonctionne pas dans un syndicat pour pouvoir ensuite contester des désignations. Donc, je connais un petit peu. Mais voilà, ce qu'on appelle le droit syndical, c'est ça. Surtout droit de grève. Bon, il y en a moins, Dieu merci, mais on a quand même moins souvent de contentieux sur le sujet, mais ça peut arriver. Surtout que je suis en train de penser, mais les avocats qui défendent des syndicats n'ont pas plus de syndicats dans leur cabinet. Enfin, je veux dire, c'est assez rare. Mais ce sont leurs clients, donc ils les connaissent. Non, mais voilà, ils les connaissent, mais ils sont pas membres. Oui, voilà, ils sont pas membres et eux-mêmes. Bref, j'imagine qu'à force de trouver des pièces par-ci, par-là et des moyens détournés Et justement, est-ce que c'est trop délicat de vous demander comment est-ce que vous vous débrouillez pour obtenir ces informations, pour comprendre comment normalement, il y a déjà un certain nombre d'informations qui doivent être publiées, donc on les trouve sur Internet. Hein. Le truc, c'est que quand c'est pas publié, c'est embêtant pour eux, parce que justement, il y a un certain nombre de conditions de régularité des désignations qui tiennent à cette publication, à ces publications. Donc, c'est pas très difficile. On peut commander des statuts d'un syndicat sans aucune difficulté. On peut vérifier s'ils ont déposé leur compte. Et puis, quand on n'arrive pas à obtenir des infos, on les met un peu au pied du mur en disant il appartient au syndicat machin de démontrer que les comptes ont bien été approuvés par le Congrès ou etc. Et comme ils sont quand même tenus de prouver leur transparence financière, on les met un peu au pied du mur en disant nous, c'est le genre de preuve qu'on ne peut pas obtenir puisqu'on est à l'extérieur du syndicat. Donc c'est à vous de le démontrer si vous voulez que la désignation tienne. C'est des petites techniques qu'ils n'aiment pas tellement les avocats en face, mais bon. Qu'est-ce que je comprenne un petit peu dans l'économie globale d'une entreprise. Globalement, une entreprise, son intérêt à contester, par exemple, des désignations de délégué syndical ou autre, c'est parce que la personne qui a été élue, entre guillemets, ça l'arrange pas d'un point de vue politique, c'est parce que, que je comprenne un peu d'un point de vue politique de l'entreprise, en fait, qu'est-ce qui fait que l'entreprise vous appelle et que c'est un enjeu pour elle, ce dossier, ce conflit, ce litige, cette situation? Alors, il y a un premier cas qui est assez fréquent, ce sont ce qu'on appelle les désignations frauduleuses, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui ont des soucis en interne, qui sont un peu houspillés par leur direction parce qu'ils font mal leur boulot, ils sentent qu'ils sont un peu sur un siège éjectable, pour dire les choses clairement, et ils prennent un mandat.
ça arrive très souvent avec les mandats de RSS notamment, pour avoir une protection. On ne peut plus les licencier, sauf autorisation d'inspection du travail. Et autant vous dire qu'on n'a quasiment jamais des autorisations de licenciement de la part de l'inspection du travail. Donc c'est un peu, dans ces cas-là, c'est un peu le collier d'immunité de Koh-Lanta, le mandat. Ils deviennent un peu intouchables. Donc il arrive de temps en temps que dans des cas bien déterminés, caractérisés, on nous demande de contester une désignation parce qu'elle est frauduleuse. Il peut y avoir d'autres cas qui sont clairement politiques. On n'a pas envie de voir entrer tel syndicat dans l'entreprise. Ça peut arriver. Je ne dirais pas qui ni quoi, mais je le dis sincèrement, on ne va pas se cacher. Je ne demande pas de nom, c'est juste... ça arrive. Ouais, ok. Ça arrive effectivement. Après, il y a des stratégies qui sont plus compliquées, ou qui sont liées aussi un peu à la politique. On a des salariés, des délégués syndicaux par exemple, qui vont, je ne dis pas abuser de leur mandat, parce que je vais faire encore hurler mes confrères, mais qui vont un petit peu... je traite un cas actuellement qui s'arroge des espèces de missions qu'on leur a jamais données et qui sont des emmerdeurs. Et qui sont tellement des emmerdeurs qu'ils arrivent même à se faire détester de leurs collègues, etc. Et ils arrivent assez vite à de la faute grave, à commettre une faute grave. Parce que le mandat leur est monté à la tête, parce qu'ils se savent difficiles c'est difficile à manager, canaliser. C'est difficile de les virer surtout. Donc ils se permettent un peu beaucoup de choses. Donc ça, c'est ceux dont le mandat monte à la tête. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc il y a à peu près ces trois cas. Je ne pense pas en avoir oublié d'autres. C'est les désignations frauduleuses, les gens l'aspect politique, et puis les gens et les abus de mandat, on va dire. Qui pètent un peu un plomb. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement, très goutte à goutte dans votre carrière, le fait que vous développiez une activité prépondérante sur ces problématiques-là, ou est-ce qu'il y a eu un tournant un peu brutal à un moment Non, c'était petit à petit. C'était petit à petit. En fait, c'est là où on a l'occasion d'en faire beaucoup, c'est quand on a des grosses sociétés. Beaucoup plus que quand on a des toutes petites PME. Oui, parce que les conseils syndicaux, ça appartient il n'y a de pas de combien, délégués syndicaux, il y a à peine des élections. Dans les très grosses sociétés où là, ça devient de la vraie stratégie. Savoir quel syndicat est présent, qui va être aux prochaines élections, qui va pouvoir désigner des délégués syndicaux, qui va pouvoir désigner des RSS, etc. C'est de la vraie stratégie. Je ne dis pas que je participe chaque fois chez tous mes clients à la stratégie depuis le début, mais à un moment donné, je suis impliquée dans cette stratégie-là. Et ça se voit beaucoup dans les grosses boîtes en fait. Et vous dites que en fait cette stratégie à un moment elle peut se faire en amont, vous êtes impliqué, du coup là on n'est pas dans une implication dans un cadre de litige déjà existant, on est plus dans finalement un accompagnement à la gestion de cet aspect-là de l'entreprise, et là vous êtes impliqué, c'est dans des négos, c'est dans des j'essaye de comprendre votre travail. Alors, on n'est jamais... Enfin, moi, ça m'est arrivé peut-être 4-5 fois dans ma carrière, mais c'est pas fréquent, d'être impliqué dans des négociations d'accords collectifs. On est plus là en conseil de l'employeur et en tant que rédacteur. On n'est pas trop dans la négociation, on n'est pas autour de la table avec les syndicats en général. Ça m'est arrivé quand même quelques fois où c'était très très touchy et où le DRH s'en sortait pas. Et il y avait le confrère du syndicat également à la table. Ça, c'est toujours important pour qu'il y ait une égalité de présence. Une égalité, exactement.
Mais c'est pas quand même le truc le plus fréquent. Là où on a de la négociation, c'est sur les statuts individuels. C'est-à-dire qu'on va intervenir dans la négociation bah, avant de demander l'annulation de ton mandat de RSS. On va essayer de négocier une rupture conventionnelle. Voilà. Ça arrive tous les jours. Oui. Ça, c'est des dossiers très fréquents. C'est vrai qu'en général, on essaye de négocier quelque chose avant d'en arriver, soit à la demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail, soit à saisir le tribunal judiciaire pour demander l'annulation d'un mandat. Ouais. Mais après, moi, j'ai pas... j'ai eu la chance, je sais qu'il y a des confrères qui l'ont fait, mais moi je ne l'ai jamais fait. Et j'avoue que c'est pas un truc qui me plairait. C'est de participer de A à Z à un processus électoral, d'élection professionnelle. Je suis intervenue sur des points particuliers, des contentieux, sur des rédactions de protocoles préélectoraux, des choses comme ça, mais être au bureau de vote et vérifier, être présent avec l'employeur, d'abord, je ne suis pas sûre qu'on soit très légitime à faire ce genre de choses. Moi, je me rappelle à une époque, quand j'ai commencé, il y avait des confrères, ils fabriquaient même les bulletins de vote. Ah ouais. Avant qu'on ait le vote électronique, je vous parle de ça il y a très longtemps, il y a 20 ans, 25 ans. Alors, Dieu merci, moi, j'ai jamais été chargée de faire ce genre de choses et je pense que ça m'aurait pas plu. Ouais. Et vous êtes... ça fait longtemps que vous faites ça maintenant et c'est devenu une partie intégrante de votre activité, donc j'ai presque l'impression de poser une question bête en vous demandant ça, mais ça vous plaît ? Quoi dans le... tout ça, ce droit social syndical. Ah oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous anime là-dedans ? C'est de la vraie baston en audience. C'est de la vraie bataille parce que c'est syndical, parce que on se fait pas de cadeaux, tout en restant confraternel quand même. C'est des enjeux quand même, hein. C'est des gros enjeux parfois. C'est vrai que vous allez plaider un licenciement au conseil de prud'homme. Pour le salarié, c'est toujours un enjeu. C'est le dossier de sa vie. C'est pas le cas pour l'employeur, je dois le dire honnêtement. Alors, sauf un dossier à plusieurs millions d'euros de demande, c'est jamais le dossier du siècle. En revanche, quand stratégiquement il s'agit de faire tomber un ou plusieurs mandats pour un employeur, là ça devient stratégique et en fait on a des sacrées montées d'adrénaline, on a des sacrés enjeux sur les épaules et voilà, c'est tout ce qui plaît, c'est tout ce qui nous plaît, c'est de la vraie bataille, quoi. Bon, le juge en face, on voit qu'en général il voit pas du tout pourquoi on s'excite. Pour lui, c'est un dossier parmi tant d'autres. Alors que pour nous, les avocats de chaque côté de la barre, on sent que il y a de la pression quoi, des deux côtés. Ouais. Il y en a beaucoup plus systématiquement que par exemple devant un conseil de prud'homme. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'électricité entre vous et les avocats de syndicats. C'est-à-dire que c'est ce que je vous dis. Alors, c'est pas qu'il y a de l'électricité, parce que Mais je dis pas de l'électricité dans le sens de l'absence de confraternité ou autre, mais vous en parlez, ils vont monter au créneau si je dis ça, etc. Ça, on sent que ça se regarde, quoi, que ça... c'est encore un peu la lutte des classes, quand même. Enfin, c'est très politisé, c'est très politique comme matière. Bon, la lutte des classes, c'est terminé normalement, mais... Non, en fait, pas tant que ça, parce que c'est vrai que quand on a un dossier comme ça contre un syndicat, on sent tout de suite quand même que ça remonte un peu le sujet, l'employeur méchant, le syndicat gentil, ou l'inverse, parfois. Mais ouais, je pense que ça nous vient de cette espèce d'histoire qu'on a sur le syndicalisme en France, qui est quand même très marqué par des luttes. Les employeurs, ça a été des gros salauds quand même pendant des dizaines d'années. Encore parfois, il y en a. Les syndicats, ils font pas des trucs toujours très légaux. Ils ont séquestré des DRH. Ils ont quand même fait... Il y a quand même une certaine violence. C'est ça que j'essaye de vous... Oui. Alors, si c'est pas de la violence physique, c'est de la violence sous forme de pression psychologique qui est importante. Et c'est vrai que je me suis
pris la tête quand même avec 2-3 confrères à plusieurs reprises sur des dossiers comme ça. Bon, après, on se serre la main et voilà, tout va bien, mais il m'est arrivé de me prendre 2-3 scuds en privé même, où on m'a dit, voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure, vous êtes chez Fidal, vous ne pouvez pas comprendre le droit syndical, le fonctionnement d'un syndicat. Vous ne pouvez pas comprendre notre monde. C'est un peu deux mondes qui... C'est la guerre froide, hein, dit la lutte des classes. C'est encore l'URSS contre les États-Unis, pratiquement. C'est vraiment... Il y a un enjeu politique et c'est un... Je pense que c'est une branche du droit qui a gardé une certaine forme de violence un peu latente. Un peu symbolique et latente. Oui, mais c'est normal. On est deux camps... totalement opposés. C'est pas un individu contre un autre, c'est une organisation contre une autre, avec chacun ses principes. L'entreprise est libérale, le syndicat en général est plutôt marxiste, léniniste, ou en tout cas très à gauche. Bon, pas tous, mais en général. C'est des valeurs qui s'affrontent. C'est des vrais schémas et de pensée et des vraies valeurs qui s'affrontent. D'où une certaine tension, on va dire. Oui. Et vous avez parlé du développement de votre activité beaucoup par réseau, cette conquête entreprise, nanana. Est-ce qu'il y a eu d'autres démarches? Est-ce que vous-même, vous avez intégré des réseaux? Est-ce que vous avez eu des démarches un peu proactives, entre guillemets, outre ce jeu de garder le lien le plus possible avec les entreprises qu'on touche? Est-ce que vous avez pris des démarches en particulier? Oui, j'en ai fait, mais c'est pas ça qui fait venir les clients. Ouais. Non, j'en ai fait. J'ai fait des conférences. J'ai fait des rentrées des DRH. On a organisé chez Fidal chaque année. Cette année, j'y participe pas puisque je m'en vais. Chaque année à la rentrée, on organisait un séminaire qui s'appelait la rentrée des DRH. J'ai participé chaque année. J'ai fait de la formation. J'ai fait des tas de choses, mais il n'y a que le réseau qui... Le seul moyen vraiment qui fonctionne, c'est le réseau. Hein. Je ne pense pas que les confrères vous aient dit... la dernière fois, j'ai fait une conférence, j'ai eu 5 clients qui m'ont appelé à la suite. C'est pas... Moi, je récolte les témoignages des uns et des autres. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs manières de développer. Certains, ça marche beaucoup par le réseau. Et à un moment, ça devient du réseau, mais que aussi... que aussi le fait de beaucoup s'investir dans la pédagogie, dans la formation, etc., cet aspect-là peut aussi générer pas mal de clientèle, d'autant plus, je pense, quand on est sur des sujets de niche où il y a peu d'interlocuteurs, où les clients... Le truc, c'est que c'est vrai que les DRH ont quand même une culture du droit aussi. Ils ont des interlocuteurs et il y a ce côté où après, je pense que dans d'autres branches et sur d'autres problématiques, ceux qui ont le besoin de droit savent pas forcément qu'ils ont ce besoin et ils savent pas forcément aussi quels sont leurs interlocuteurs. Donc, forcément, ça va avec des modes de développement propres. Et vous dites que globalement, au bout de 6-7 ans chez Fidal, vous aviez plus besoin d'être alimenté par le réseau Fidal et que vous étiez autonome sur votre activité. Est-ce que ça a fait évoluer votre statut chez Fidal? À quel moment est-ce que est-ce qu'il y a eu des statuts intermédiaires entre collaboratrices et associées? Comment s'est fait cette évolution en interne? Alors, en interne, chez Fidal, on a une hiérarchie qui est très complexe. Il y a beaucoup d'échelons, mais effectivement, c'est mon autonomie qui a fait que j'ai grimpé dans la hiérarchie. Alors, allez savoir pourquoi. Moi, j'ai une spécificité chez Fidal, c'est que je n'ai jamais voulu être associée, c'est-à-dire acheter des actions Fidal. Pour des raisons qui me sont propres. Ok. Des raisons personnelles. Donc, vous avez toujours été salarié? J'ai toujours été... pendant longtemps, on pouvait être salarié et actionnaire. Chose qu'on ne peut plus faire actuellement, mais pendant de très nombreuses années, je n'ai jamais voulu accéder au statut d'associé et prendre des actions. Donc, on vous proposait et vous disiez non merci. Je ne répondais pas. Ok. Je ne répondais pas. Et ça avait un impact sur votre évolution en interne? Ça a eu finalement un impact sur mon évolution en interne sans que... en réalité, je m'en suis aperçue assez tardivement. Là, je m'en suis aperçue depuis 2 ans. C'est que je ne peux pas accéder au grade final sans être associée.
C'est quoi le grade final sans être associé? C'est le grade de directeur associé. Ok. Moi, aujourd'hui, je suis directrice de mission. Je suis juste au-dessous du grade le plus élevé. Mhm. Et pour passer directeur associé, il aurait fallu que j'achète des actions. Sauf qu'il faut sortir une somme quand même qui est assez rondelette. Mhm. Et parce que j'ai beaucoup de retard, moi, en termes d'actions, puisque mes autres camarades, eux, ont acheté des actions au fur et à Au mesure fur de et à leur mesure. carrière. Bon, il faudrait que j'en achète, je ne sais pas combien, pour arriver au niveau. Donc, je vais pas. Je me suis dit, est-ce que je le fais et je passe DA, directeur associé, ou est-ce que je quitte Fidal et je crée ma petite boutique, comme vous dites? Mhm. Et j'ai choisi la deuxième solution. Oui. Et vous dites que ce choix de ne pas devenir associé, c'est-à-dire de ne pas devenir actionnaire de chez Fidal, c'était pour des raisons personnelles, que vous n'étiez pas forcément consciente entre guillemets, du retard que ça allait créer progressivement et donc que ça aurait un impact de plafonnement en fait de votre statut chez Fidal. Mais quand même, quand on est directeur de mission, vous avez ça veut dire quoi d'un point de vue juste structurel, hiérarchique, enfin, j'essaie juste parce que vous avez développé votre clientèle, vous êtes autonome sur sur le chiffre d'affaires que vous rapportez et sur votre charge de travail entre guillemets. J'imagine que vous avez une équipe qui travaille pour vous. Oui, oui. Vous avez combien de personnes dans votre équipe? Oh, j'en ai pas on n'est pas énormément hein, ici. J'ai une assistante, bien évidemment. J'ai une collab qui prend tout mon boulot. Oui. Enfin, pas tout, elle m'en laisse un peu quand même. Il y a quand même 2-3 dossiers sur votre bureau, donc j'ai pas l'impression que vous êtes juste beaucoup, hein. Vous êtes juste en train de regarder la très belle vue de l'esplanade. Et puis il y a d'autres jeunes collaborateurs qui interviennent de temps en temps quand ma collaboratrice n'est pas disponible. Ouais. Donc j'ai une collaboratrice attitrée entre guillemets, bien que ce genre de notion n'existe pas chez nous. Hein. Ouais. Elle peut tout à fait travailler pour d'autres directeurs. Je pas... l'empêcherai jamais. Est-ce que c'est Hubert Debois chez LexCase qui m'a expliqué ça, que chez eux en fait le collaborateur est à 2/3 sur le PNL d'un associé, enfin de l'associé référent, et que le tiers restant est sur les charges communes au cabinet. Justement, chez vous, tout est sur les charges communes du cabinet. Ouais, non, on n'est pas organisé à ce point-là. Non, c'est chacun travaille avec qui veut travailler. Ouais. Quand ma collaboratrice Nadia n'est pas disponible, je vais en trouver un autre parce qu'elle est en train de travailler avec mon collègue Alexandre. Il n'y a pas de règles en la matière, on est libre de travailler avec qui on veut. Et moi, au contraire, je suis contente qu'elle puisse bosser avec un certain nombre de gens qui ne soient pas moi, parce que d'ailleurs je m'en vais. Donc résultat, directeur de mission, en fait, c'est parce que ça vous fait monter en grade. J'imagine que ça vous fait monter en revenus aussi, mais ça vous fait pas particulièrement monter en responsabilité. C'est juste on change les titres parce que ça donne une impression d'évolution aux uns et aux autres, mais finalement vous avez un peu mené... Enfin, ça n'a pas marqué de changement majeur dans ce que Fidal attendait de vous, autre la rentabilité de votre activité. Aujourd'hui, en réalité, je fonctionne comme un directeur associé, je travaille comme un directeur associé, c'est-à-dire que j'ai mes propres dossiers, j'alimente une collaboratrice et d'autres jeunes collaborateurs, donc je fonctionne comme un DA, mais exactement comme un DA, sauf que je ne suis pas associé, donc je ne peux pas être DA. Donc je suis le grade en dessous qui est DM, directeur de mission. Aujourd'hui, c'est un challenge pour Fidal de définir très exactement le statut du directeur de mission. Je vais pas vous vendre ici le secret de Fidal, mais il y a une réflexion qui est menée autour du statut aussi bien du DA que du DM, parce que il y a une espèce de... La frontière n'est pas franche, on va dire. Moi, par exemple, je suis que DM, mais je fonctionne très exactement comme un DA. Donc, il y a un travail de définition à faire, et je sais qu'ils vont le faire, parce que ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, DA, DM.
Il y a des DM qui sont associés, il y en a qui ne le sont pas, comme moi. Par contre, tous les DA sont associés, fatalement. Et oui, moi, si je ne m'associe pas, je ne monte pas au grade de DA. Je ne peux pas. Oui, en fait, la réflexion, c'est qu'est-ce couvre le fait d'avoir des actions de FIDAL, quoi. À part sortir une grosse somme d'argent, il y a... Après, je me suis posé la question, quel est l'intérêt pour moi de passer DA aujourd'hui chez FIDAL? Alors certes, je serais peut-être un peu mieux rémunérée. Et puis je me suis dit, ça fait 20 ans quand même. Je suis fidèle au cabinet dans lesquels je bosse. Vous avez remarqué. 10 ans et ensuite 20 ans. 10 ans, 20 ans, c'est assez irréprochable. On ne peut pas dire que je sois une lâcheuse. Mais il y a quand même un niveau d'usure qui est important au bout de 20 ans. Ouais. Et quel que soit l'âge qu'on est, moi j'ai 55 ans, je me dis, l'évolution normale d'un avocat, quoi qu'on en dise, c'est quand même pas d'être salarié dans un cabinet, à bosser et à pas voir son chiffre d'affaires rentrer dans sa poche. L'idée de l'avocat, c'est quand même d'être à son compte, etc. etc. Ouais, je me suis dit, tu as 55 ans, il reste quoi, 12 ans avant la retraite, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, tu l'as jamais fait. Fais-le maintenant parce que tu vas mourir salarié, quoi. Vous l'avez jamais fait avant parce que vous étiez bien dans ce système, parce que oui, ça me convenait tout à fait. Ouais. Je me posais pas tellement de questions. Et puis, au bout d'un moment, on se dit bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on commence à tourner un peu en rond. Ouais, vous avez envie d'un nouveau challenge, je comprends. Voilà. Moi, je tourne en rond tous les 6 mois, donc vous savez, j'ai une admiration sans borne pour ce que vous êtes en train de me raconter, parce que ça me dépasse, votre patience. Voilà, moi, tous les 6 mois, je revois ce que je fais, je coupe des trucs, enfin, voilà. Donc, peut-être que je vais faire comme vous à partir de maintenant. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc je comprends que... Et donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat, vous en avez parlé à vos clients avant de prendre la décision? C'est quelque chose dont vous avez... Oui, ils sont maintenant que c'est officiel, ils sont au courant, effectivement, et ils me suivent. Ouais. Donc, ça commence mi-décembre. Ça commence. En tout cas, je quitte FIDAL mi-décembre. Après, il faut qu'on crée une structure avec Laetitia. On a commencé à travailler un petit peu sur le sujet. On a pas mal on s'est déjà pas mal organisé. On a notre expert comptable, on a notre banque, on a déjà trouvé des locaux. On sait déjà quelle forme juridique on va adopter. Alors, sur quoi vous êtes décidé? Sur une harpie. Une harpie. Parce que c'est ce qui ressemble le plus au mode de fonctionnement qu'on cherchait. Ouais. On a trouvé des locaux chez des confrères qui sont rue du Faubourg Saint-Honoré. Il nous manque à négocier 2-3 devis pour la documentation en ligne, des choses comme ça. Je pense on est presque prête. Mais c'est vrai que pour commencer, il faut quand même que la harpie soit constituée. Et vous dites la harpie, c'est ce qui ressemblait le mieux au mode de fonctionnement que vous cherchiez. Si ma compréhension est correcte, la harpie, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, d'assez souple en termes de mise en commun. Donc vous vouliez à la fois être ensemble, mais pas non plus être dans une logique hyper intégrée en termes de projection, de développement, de choses comme ça, c'est ça? Vous connaissez très très bien la problématique juridique de la harpie. Ah oui. Non, mais félicitations. C'est parce que j'ai interviewé une avocate à Poitiers, Anne-Sophie Arbelot de Rouffignac, qui fait du droit pénal et qui a été associée dans sa première association, sa seule, parce qu'ensuite elle s'est installée à son compte, c'était justement dans une harpie. Et elle explique effectivement que elle, pour le coup, ça a été une frustration parce que il y avait à la fois une démarche du cabinet de vouloir se positionner comme une marque forte et d'un autre côté, derrière, sur le mode de fonctionnement et la structuration du cabinet, il n'y avait rien qui n'incitait réellement à cette marque forte qui implique des démarches communes et un positionnement commun et donc une stratégie commune. Enfin, voilà. Et résultat, ça a été l'objet de pas mal de frustration pour elle et elle a fini par dire je vais poser ma
plaque et puis voilà, et on est très contente. Donc c'est, je pense, cette conversation-là qui fait que j'ai été un petit peu plus sensibilisée à la notion de harpie. Mais en fait, ça dépend combien on est dans la harpie. Hein. C'est vrai que sur les 50, c'est Oui, là, difficile c'était un d'embarquer tout le monde dans le cabinet même bateau. Ouais. Quand on sait que la harpie, justement, est faite pour mettre en commun, en gros, un certain nombre de frais, faire payer des frais par la harpie, tout en gardant chacun son petit bénéfice, etc., etc. Chacun prend les honoraires en fonction de ce qu'il facture. Contrairement à d'autres structures où on fait un prévisionnel et où on dit toi tu auras tant de rémunération sur l'année, toi tant, etc. Alors, on voulait pas créer un fidalbis justement. Ouais. Avec Laetitia, le but c'était pas de se dire on va fixer d'ores et déjà la rémunération qu'on va prendre chacune et attention, il faut mettre tant au pot commun. On voulait pas de ça. Ouais. On voulait pas. Nous on veut un truc extrêmement souple, au mois le mois. On se prend nos rémunérations en fonction de ce qu'on aura facturé. Oui. Voilà, quelque chose qui... On veut essayer de se libérer des chaînes qu'on a connues chez Fidal, qui est que lorsqu'on a dit qu'on prenait tant en rémunération, on est obligé de rester sur ça toute l'année, quand bien même le cabinet est en train de se casser la gueule. Ça, il n'en était pas question. Nous, on démarre, c'est la première fois que toutes les deux, on démarre dans une activité qui est 100% la nôtre. On n'a pas envie de se casser la gueule. Pardonnez-moi le mot. Je suis sûre que vous allez réussir. On n'a pas envie de se casser la figure sur des problématiques de ce type-là et de se mettre des chaînes et des obligations. On veut un fonctionnement très souple. Ok. Après... de toute façon, si on crève les plafonds et que tout d'un coup on met 50, on changera de forme juridique, c'est pas un problème, mais le démarrage se fait sous forme de harpie. Oui. Ok, intéressant. Et alors, comment vous vous sentez à l'aune de ce grand saut vers une première aventure entrepreneuriale? Stressée. Je dors pas la nuit. Laetitia nous est en train de me faire un ulcère. Mais sinon, tout va bien. Hein. Non, on a été très, très stressés. Et en fait, c'est curieux parce que je sais que la séparation d'un employeur, c'est comme quand on se sépare de ses parents. Hein. C'est toujours une question de cordon ombilical. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à filer Madem. 20 ans quand même. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à filer Madem et j'étais pas bien les jours avant. Le jour où j'ai mis ma lettre à la poste, c'était terminé, ou presque. Ouais. J'étais libérée, le stress est retombé, et ça a une valeur symbolique, hein, le fait de poster sa lettre de démission. Ouais. Ça y est, c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière en fait. Alors que toutes les semaines avant, c'était encore « Oh là là, il faut donner sa dème. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait pas. Hein, et le stress, etc. » Une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est vrai que les symboles ont une force dans nos vies qui est énorme. Et je crois que... Je ne suis pas sûre qu'on vive tous ça, mais moi qui suis très fidèle aux structures dans lesquelles j'ai bossé, j'ai chaque fois l'impression de quitter mon père et ma mère, quoi. Non, mais enfin. Oui, ça vous dépasse, vous qui changez de projet tous les 6 mois. Non, parce que moi, quand j'ai démissionné de là où j'ai démissionné, donc j'ai démissionné d'un stage et de 2 collaborations. J'ai pas encore démissionné de moi-même, donc ça va. Principal. Mais je restructure régulièrement. Mais voilà. Et pourtant ça faisait quelques mois ou au grand maximum 1 mois, 1 an et demi que j'étais présente. Enfin, je veux dire, c'est sans commune mesure avec votre fidélité à vos employeurs. J'ai été dans le mal. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une seule démission que j'ai pas faite en pleurs, quoi. Enfin, je veux dire, mon contrôle de mes émotions d'un point de vue physique est quand même fort limité. Et donc je vois, enfin j'imagine quoi, je la vois très très bien cette boule, mais c'est la même pour une rupture amoureuse. Hein. C'est la même boule. Oui, c'est la même. C'est la même chose qu'une rupture amoureuse. C'est la même chose que se séparer de ses parents quand on est grand. C'est la même chose qu'un bébé qui est dans son berceau et la maman vient pas.
en psychiatrie, c'est le problème de la séparation. Mais je crois qu'on retrouve ça dans toutes les relations humaines, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations familiales ou les relations professionnelles. Après, on le vit plus ou moins bien. Moi, j'ai des confrères qui le vivent très bien, notamment les confrères américains qui ont un peu une tendance à changer tous les ans de job. Eux, je crois pas qu'ils se mettent la rate au courbouillon chaque fois qu'ils démissionnent. Mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qu'on arrive à plus ou moins bien gérer. Il y a des gens qui le gèrent bien. Moi, je le gère pas super bien. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, là, ça va bientôt vous allez bientôt passer à autre chose et voilà. Comme une rupture, le temps fait son œuvre. Qu'est-ce que vous souhaitez justement pour ces 12 dernières années? Vous avez dit, il vous reste environ plein de pognon. Plein de pognon. Eh ben, très bien, c'est ce que je vous souhaite non, aussi. Non, pas que, bien évidemment, mais j'espère surtout avoir cette relation que j'ai avec mes clients, dont la plupart sont des amis, qui me font confiance. J'espère leur donner satisfaction. J'espère faire du super bon job. J'espère gagner mes dossiers. J'espère, oui, aussi avoir de l'argent. J'espère, et puis pouvoir à un moment donné prendre ma retraite en me disant, j'étais pas si mauvaise que ça, quoi. S'il y a un conseil que vous souhaiteriez donner à la vous de il y a, on va dire 25 ans, pas le tout début de votre carrière, mais dans les premières années après avoir commencé l'exercice. Si je devais me donner un conseil à moi-même quand j'étais 25 ans en arrière, des stress. Des stress, justement. Et en audience, des stress. Là, c'est pas la fin de ta vie, c'est pas l'affaire du siècle. Respire un bon coup et ça va. Je crois que c'est ça. Le stress, à part certains petits dossiers où il y a peu d'enjeux, mais je crois que quoi qu'on fasse, particulièrement en social, je crois qu'il y a quelques matières comme ça. Il y a le pénal, droit de la famille, droit social, où le stress en audience, il est quand même bien présent. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était un niveau de stress qui était puissance 2000 par rapport à celui que je peux avoir actuellement. Le conseil que je me donnerais, c'est déstresse et relativise, quoi. C'est juste le temps qu'a fait que vous avez déstressé, le temps, l'expérience, le fait de faire et refaire. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Est-ce que vous êtes allé voir une sophrologue? J'en sais rien. Non, pas du tout. C'est pas du tout le mon temps, truc. l'expérience. Non. Non. Ben non, mais je pose la question. Non, c'est pas. Je suis pas très attirée par ces méthodes alternatives, on va dire, pour se soigner. Non, c'est l'expérience qui fait que, au fur et à mesure qu'on plaide des dossiers, en fait, on apprend à se détacher du dossier. Je crois que c'est le gros challenge de l'avocat qui fait du contentieux, c'est se détacher du dossier, arrêter de plaider avec le jeu quand on parle de son client, des choses comme ça, et se dire non, c'est pas ta vie que tu es en train de jouer dans le tribunal, c'est celle de ton client. D'autant que c'est une entreprise, elle va pas mourir demain matin. Chose que j'aurais peut-être beaucoup plus de mal à faire si j'étais côté salarié. Parce que on joue parfois une vie, un couple, quand on est côté à l'avocat du salarié. Ça, je veux bien comprendre que les confrères en face, ils aient une pression qui... Nous, côté employeur, on en a moins, je pense. Mais quand on est jeune et qu'on démarre, on se met tout seul une grosse pression, quoi. Donc, il serait là mon conseil. Et quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie en date, vous voulez dire? Oui, là, votre dernière joie en date. Ma dernière joie en date. Joie ou petite joie ou grosse joie? Qu'est-ce que vous avez en stock pour moi? Une grande joie, une petite joie? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une petite joie. Une petite joie, si, c'est le bisou que m'a fait ma fille ce matin. Très bien. Une grande joie, là, pour l'instant, j'en ai pas. Mais revenez dans 3 mois, peut-être que j'en aurai une. Mais oui, c'est le petit câlin du matin avec ma fille de 16 ans. Alors, d'autant que les câlins avec les enfants de 16 ans sont quand même assez rares.
C'est pas tous les matins que ça arrive, mais ouais, c'est ça. Mm. C'est les petites rigolades du soir et c'est le petit bisou du matin. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Ma robe d'avocat? Oui, c'est parce vous que qui je suis en pantalon choisissez. aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en pantalon, mais c'est chacun prend premier ou deuxième degré et choisit son symbole à Qu'est-ce sa que je guise. porte sous ma robe? Un cœur qui bat fort. Un cœur qui bat vite et qui bat fort. Merci beaucoup. Merci à vous.